En ces temps de crise énergétique, d'explosion des prix des hydrocarbures et de réduction des gaz à effet de serre, le nucléaire semble être la réponse tout indiquée. Seulement, une ombre au tableau demeure. Tchernobyl nous a démontré qu'une suite d'erreurs humaines, volontaires ou non, pouvait conduire à une des pires catastrophes de tous les temps. Retour en 2024, centrale nucléaire du Tricastin dans la vallée du Rhône ou de Gravelines dans le Nord. L'équipe de nuit vient de prendre place. Jusque-là, tout est normal dans la salle de commande, mais l'employeur, EDF, ignore que chacun des équipiers a prêté serment à une inquiétante organisation terroriste. Cette nuit, le réacteur numéro 3 est entre leurs mains. Que va-t-il advenir de notre pays ? C'est un des scénarios que nous propose ce soir l'avocat du diable. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'avocat du diable en direct sur Géopolitique Profonde. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet avec notre invité Bruno Combi, que je salue. Bonsoir. Bonsoir. Avant donc d'évoquer ces questions nucléaires, un petit mot pour vous rappeler de vous abonner à la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde, notre revue mensuelle. Les paroles passent, les écrits restent. Beaucoup de gens me demandent où trouver cette revue. Vous ne la trouverez pas dans les kiosques. Pour ça, il faut vous y abonner. Je vous invite donc à le faire avec le lien qui se trouve en bas de l'écran. Et sur cet exemplaire, sur ce numéro du mois de septembre, vous y trouverez notamment le dernier article de Jean-Michel Vernochet sur l'antispécisme ou l'écologie paroxystique, un terme qui peut-être pourrait intéresser notre invité. Qui sait ? N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce en l'air, c'est important pour nous et notre référencement. Faites suivre cette émission à vos contacts et amis. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous vos commentaires évidemment, et puis, naturellement, votez, puisque c'est également le but de cette émission. J'y reviens dans un instant. Aujourd'hui encore, Tchernobyl ou Fukushima sont des noms qui sèment encore plus l'effroi que Hiroshima ou Nagasaki. Certainement du fait également de leur caractère non militaire, du caractère quotidien de ces installations nucléaires qu'on peut voir au bord de nos routes, au bord de nos autoroutes, dans lesquelles peuvent travailler des amis, qui font donc partie de notre environnement direct. Et puis, il y a les accidents nucléaires qu'on connaît moins, Sellafield en Grande-Bretagne par exemple, ou Three Mile Island aux États-Unis, en Pennsylvanie, en 1979. Catastrophe qui avait notamment marqué l'opinion, une des premières, et qui avait d'autant plus choqué que quelques jours avant, 12 jours exactement avant la catastrophe, était sorti un film à succès avec Jane Fonda et Michael Douglas, Le syndrome chinois. Ce film relatait justement le scénario d'un accident nucléaire qui était plutôt proche de Three Mile Island, et ça a conduit beaucoup de personnes à l'époque à qualifier ce film de prophétique, d'où son empreinte dans l'histoire et dans l'opinion. Mais ce film catastrophe, finalement, était bien en deçà de ce qui arrivera ensuite, notamment en 1986 à Tchernobyl, avec des conséquences humaines terribles, et à Fukushima, avec des conséquences environnementales que l'on connaît. Alors, dans ce contexte, nous sommes en France, pays le plus nucléarisé en pourcentage de sa production. 75% de l'électricité en France est d'origine nucléaire et ça représente environ 40% de l'ensemble de l'énergie produite dans l'Hexagone. Alors notre invité de ce soir est nettement plus optimiste que mon introduction. Bienvenue Bruno Combi. Bienvenue, merci Cyril. Vous êtes polytechnicien, ingénieur en génie nucléaire, ancien ingénieur chez EDF, et président de l'association des écologistes pour le nucléaire. Oui. Pourquoi avoir créé cette association d'abord ? Alors, cette association AEPN, Association des écologistes pour le nucléaire, a été créée en 1996, donc ça fait bientôt 30 ans, pour rassembler des personnes qui pensent que le nucléaire a pas que des inconvénients, mais aussi des avantages écologiques. Donc son objectif, c'est d'informer le public sur l'énergie en général, sur le nucléaire en particulier, et notamment sur les avantages écologiques de l'énergie nucléaire, parce qu'il y a, oui,
aussi de très grands avantages sur le plan écologique. Et ça occupera une grande partie de votre plaidoyer de ce soir. Vous êtes également alors, expert nucléaire pour la presse et les médias. Vous intervenez régulièrement sur les ondes, notamment sur des grandes chaînes nationales, comme c'est le cas ce soir à plusieurs reprises. Et vous êtes auteur d'ouvrages qui nous intéressent. Alors, une dizaine d'ouvrages, dont un ouvrage nous intéresse particulièrement, qui va s'afficher sur votre écran, Le nucléaire, avenir de l'écologie. Point d'interrogation, on voit quand même l'honnêteté et la démarche scientifique qui est la vôtre. On y reviendra évidemment. J'ajouterais, moi, à titre plus personnel, que vous êtes ce que j'appelle un véritable écologiste. C'est-à-dire pas de ces ayatollahs qui préconisent de mettre le périphérique parisien à 30 km/h, mais plutôt de ces gens qui prônent la responsabilité, disons, individuelle. Vous avez notamment conçu, et vous habitez dans les Yvelines, une maison à énergie positive qui produit et stocke de l'énergie. Donc c'est vraiment ce principe de la responsabilité de chacun qu'on aimerait bien voir un peu plus de la part de ceux qui nous donnent tant de leçons. Vous êtes écologiste et pro-nucléaire, notamment pour des raisons environnementales évidemment, mais également des raisons économiques et puis des raisons d'indépendance nationale, donc pour la France. Comment, en tant qu'écologiste, vous vivez personnellement les attaques que vous devez subir très régulièrement de la part des organisations environnementales du fait de vos positions pro-nucléaires ? Alors, d'abord, il y a beaucoup moins d'attaques maintenant qu'il n'y en a eu au début. J'ai créé donc cette association en 1996. À l'époque, c'était tout à fait nouveau. Il n'y avait pas de mouvement écologiste, ni en France, ni à ma connaissance ailleurs dans le monde, pro-nucléaire et écologiste. Donc, c'était quelque chose de nouveau. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'attaques au départ. Donc, à la fin des années 90. J'ai été régulièrement conspué, parfois menacé. J'avais commencé en écrivant mon livre « Le nucléaire, avenir de l'écologie » que vous voyez là à l'écran. La première édition, c'était un écologiste pour le nucléaire. Et suite à ça, il y a eu des débats télévisés avec des associations anti-nucléaires, bien sûr, donc de gros débats. Et j'étais en quelque sorte ridiculisé. On me disait, mais vous représentez que vous-même, vous êtes tout seul, vous êtes un polytechnicien qui a mal tourné, m'a-t-on dit. Et puis on me disait aussi, vous n'êtes pas compétent sur le nucléaire. Alors pourquoi ? Parce que je suis favorable. Et puis vous n'êtes pas compétent non plus pour l'écologie. Et pourquoi donc ? Parce que vous êtes pour le nucléaire. Donc c'est un raisonnement de type sectaire qui tourne en rond, fermé sur lui-même, alors qu'au contraire, il y a, comme nous allons le voir, de très bonnes raisons d'être pour le nucléaire en raison de ses avantages écologiques. Ce qui fait toute la différence de l'énergie nucléaire par rapport à l'énergie chimique, par exemple, qui fait fonctionner votre moteur de voiture ou qui fait brûler le feu de votre cheminée, le feu de bois, c'est le facteur 1 million. 1 gramme d'uranium-235 ou de plutonium, ça produit autant d'énergie qu'une tonne de bois, de charbon, de pétrole ou de gaz. Donc 1 gramme pour 1 tonne, c'est un facteur 1 million. Alors ce n'est pas un petit changement, c'est un changement complet d'ordre de grandeur. Oui, 1 million de fois moins. Une tonne d'hydrocarbures qui brûle, voilà. Ça fait pas mal effectivement de rejets dans l'atmosphère. Et la grande différence, c'est que donc on va consommer 1 million de fois moins de matières premières. Donc vu comme ça, c'est un très grand avantage écologique déjà dans les ordres de grandeur. Et les déchets qu'on va produire en fin de chaîne, ce sont jamais que la matière première qui s'est transformée. Donc quand on consomme 1 million de fois moins de matières premières, on va aussi produire 1 million de fois moins de déchets qu'on ne va pas rejeter dans l'environnement, mais qu'on va pouvoir confiner justement parce qu'il y en a très peu. Et on y reviendra, si ce n'est que les déchets du pétrole ou du charbon montant dans l'atmosphère, on les voit moins, on en prend moins conscience que quand on les voit défiler sur des convois, dans des camions, des convois ferroviaires, mais tout est affaire de psychologie et on y reviendra. Vous êtes en tout cas effectivement à cheval donc entre l'écologie, le nucléaire, et c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui, de par sa démarche scientifique, est à cheval entre les deux. Les téléspectateurs, internautes de Géopolitique Profonde ont souvent des avis très clivés, très marqués, et bien souvent on a une petite idée des valeurs et des votes du public de Géopolitique Profonde. Alors ce soir, le débat, à mon avis, est beaucoup plus ouvert et on peut le vérifier d'ailleurs dans les chiffres. En commençant cette émission, au moment où on a ouvert l'antenne, on était exactement à 50-50. On avait 150 votants. Là, on a 429 votants actuellement. Ça monte très vite. La question qu'on vous soumet, le nucléaire représente-t-il une menace en France ? Et là, on voit déjà une petite évolution, puisque 52% maintenant, donc une petite courte majorité, considèrent que le nucléaire ne représente pas réellement une menace en France. Peut-être votre propos liminaire a-t-il déjà pu convaincre une partie d'entre nous. Je sais qu'il y aura de plus en plus de votants chaque minute. C'est très intéressant, mais je trouve ça vraiment passionnant d'avoir ce débat commençant à 50-50.
Voilà, et là, on voit même 53-47 maintenant. Donc voilà, on a une tendance qui évolue lentement et c'est très intéressant. N'hésitez pas à voter. Donc ça se trouve dans le chat de cette émission. Il faut passer via YouTube. Vous votez donc pour ou contre, oui ou non. Le nucléaire représente-t-il une menace en France? On fera un point régulièrement tout au long de l'émission. Pour commencer et entrer dans le vif du sujet, il y a quand même, alors c'est peut-être des milieux complotistes, mais tout de même, il y a cette idée qu'il y a une sorte de mensonge d'État sur le nucléaire, qu'on nous ment alternativement pour nous convaincre que c'est très mal, comme à l'époque, par exemple, M. Jospin, Mme Voynet, ou alors pour nous convaincre que c'est très bien, comme par exemple dans les années 80. Quand on a voulu piquer son chien parce qu'il avait la rage, quand notamment on a fermé Superphénix dans les années 90, alors là il s'agissait de nous dire que le nucléaire était la cause de tous les maux. Et quelques années plus tôt, par contre, on a eu la sensation finalement que les Français étaient victimes de désinformation, de mensonges. Je pense notamment à ce que beaucoup de gens ont encore en tête, cette idée véhiculée par les médias en 1986 qu'on avait prêtée au professeur Pellerin, juste après la catastrophe de Tchernobyl, où on avait dit aux Français, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière française, il n'est pas entré sur le territoire, et lors d'un bulletin météo, on avait même schématisé un panneau stop pour illustrer vraiment que le nuage était en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en Italie, mais que vraiment circulait, il n'y a rien à voir, en France, pas de nuage de Tchernobyl. Qu'est-ce que vous en pensez de cette désinformation? Est-ce que vous êtes prêt à le confirmer dans un sens ou dans l'autre? Alors oui, il y a eu un mensonge sur cette affaire du nuage de Tchernobyl, mais ce n'est pas le mensonge qu'on nous décrit. En ce qui concerne la tonalité générale, je suis beaucoup plus optimiste que le scénario de fiction que vous avez présenté au début de cette émission concernant le risque d'accident à la centrale de Gravelines. Je ne crois pas que ce scénario soit forcément très fondé, mais on va pouvoir en parler plus en détail. Et pour ce qui concerne donc le mensonge du nuage de Tchernobyl, oui, il y a eu un mensonge. Parce qu'en réalité, le professeur Pellerin n'est pas celui qui a menti aux Français, comme on nous l'a dit. C'est au contraire lui qui a annoncé l'arrivée en France du nuage de Tchernobyl. On voit l'image sur l'écran d'ailleurs, de ce qui avait été montré par la météo de Antenne 2. Voilà, alors déjà, ce n'est pas le professeur Pellerin, c'est un JT sur France 2. Et ensuite, le 2 mai, il y a eu un communiqué de presse du professeur Pellerin qui avait été fait fin avril. Donc l'accident, rappelons-le, est du 26 avril. Et le professeur Pellerin avait téléphoné à ses collègues en Finlande et en Suède, qui leur avaient dit les compteurs sonnent chez nous. Donc il leur avait demandé d'où vient le vent. Et comme le vent venait de l'Est, il a dit c'est sans doute un accident sur les centrales en Russie ou quelque part à l'Est. L'Union soviétique. Dans l'ex-URSS. Et donc, le professeur Pellerin avait une idée ce jour-là, c'était le 28 avril de mémoire, c'est qu'il avait mis un filtre pour prélever les gaz atmosphériques sous le nez d'un avion d'Air France qui faisait Paris-Moscou, Moscou-Paris. Il est fixé sous un avion de ligne, pour prélever des échantillons de l'air et des poussières, si vous voulez, qui étaient dans l'atmosphère. Quand l'avion survole l'Ukraine. Quand l'avion survole notamment la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, etc., pour se rendre à Moscou. Et donc, au retour, il avait analysé ça dans son laboratoire qui était au Vésinet, à l'époque, l'IRSN. Ça s'appelait le SCPRI à l'époque, Service Central de Protection contre les rayonnements ionisants. Et il en avait conclu qu'il s'agissait d'un accident dans un réacteur RBMK, réacteurs type soviétique de l'époque. Type soviétique, de type graphite, et qu'il y avait donc eu un accident. Donc il a rappelé ses collègues, il leur a dit ça. Et donc loin d'être celui qui a menti au monde entier, c'est au contraire celui qui a annoncé et qui a découvert le premier, puisque les Russes au début ne s'exprimaient pas, prétendaient même qu'il n'y avait pas d'accident ou que c'était pas grave. Et donc c'est lui la première grande épreuve pour la perestroïka de Gorbatchev qui avait eu un accident, et ça a donné lieu. Alors il donnait des communiqués de presse régulièrement, jour après jour et même plusieurs fois par jour, alors même que c'était d'ailleurs pas son métier, puisqu'il, lui, c'était un scientifique qui surveillait le bon fonctionnement du nucléaire en France. Alors comment ça se fait qu'il a été stigmatisé? Il a été, c'est tout à fait le mot, stigmatisé dans les médias. À partir de là, alors le 30 avril, il a fait un communiqué de presse en annonçant l'arrivée du nuage radioactif en France. Et ça a été même publié par un journal qu'on ne peut pas taxer d'être pro-nucléaire, c'est Libération, qui a publié le 2 mai 1986, le professeur Pellerin nous annonce l'arrivée en France du nuage radioactif. Et quelques jours plus tard, environ une semaine après, le même journal Libération
dont chacun sait qu'il a plutôt des tendances un peu anti-nucléaires. Pour la première fois, on voit apparaître ce mot mensonge, en gros titre, cette fois en première page, alors que c'était en petite page intérieure le 2 mai. Et là, on voit le mensonge radioactif, le nuage qui s'arrête à la frontière, le professeur Pellegrin nous a menti. Donc le même journal nous dit exactement... Voilà, et vous avez trouvé l'échantillon, c'est parfait. Donc le même journal nous dit exactement le contraire de ce qu'il publiait lui-même quelques jours auparavant. D'accord, donc en fait, il y a eu un grand mensonge. Libé se dément, dément sa propre interview du professeur Pellegrin. Accuse le professeur Pellegrin, d'accord, qui a été conspué dans les médias ensuite. Alors, il a référé à sa hiérarchie, qui lui a dit « Mais professeur, ne bougez pas, on sait que vous n'y êtes pour rien, que c'est une histoire de journaliste, mais on vous demande de ne pas jeter de l'huile sur le feu en alimentant la polémique, donc... c'est bon, on vous couvre, ne dites rien. » Donc on lui a demandé de se taire. On lui a demandé de se taire, ce qu'il a fait, puisque c'est un haut fonctionnaire donc il a obéi aux ordres de ses supérieurs. Ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il soit en retraite. Et là, il retrouvait sa liberté de parole. Et donc il s'est mis, quand il a été en retraite bien des années plus tard, à attaquer en justice ceux qui racontaient n'importe quoi. Entre-temps, il y en avait beaucoup, puisque son nom était devenu synonyme de mensonge presque universel. L'Humanité avait titré l'intox téléradioactif. C'est ça. Et donc à partir de là, il s'est mis à attaquer à de nombreuses reprises, je dirais pas systématiquement, tellement il y en avait, mais à de nombreuses reprises à attaquer en justice ceux qui racontaient des salades à son sujet. Et il a, à ma connaissance, tout gagné au niveau de ses procès à partir de ce jour-là. Et donc, mais c'était trop tard, puisque trop de temps avait passé, et donc son nom est resté dans l'histoire comme le grand menteur. Alors qu'en fait, il n'avait pas menti. Des journalistes d'autres chaînes télé ont peut-être été un peu vite au propos avec ce panneau stop qu'on avait vu. Mais évidemment que Nuage ne s'arrête pas à la frontière. Oui, c'était le bulletin météo de Brigitte Simonetta, qui effectivement, à l'époque, avait cru bon faire du zèle avec sa carte. Voilà. Mais en tout cas, ce n'était pas le professeur Pellegrin. En tout cas, c'est bien en tout cas de réhabiliter sa mémoire et de nous redire ce qu'il en est. Un homme, finalement, qu'on a fait taire pour satisfaire une certaine doxa et voilà, que Libération va elle-même, finalement, initier en se déjugeant et en disant à quelques jours d'intervalle le contraire de ce qu'elle avait accepté de laisser passer au début. C'est ça, exactement. C'est très intéressant. Alors, je vous propose qu'on reste sur la catastrophe de Tchernobyl. Alors, très rapidement, alors ce seront mes mots, ce sera peut-être même plus simple pour chacun parce que je n'ai pas votre niveau de spécialité, bien évidemment. Pour résumer en quelques mots de Tchernobyl, on est dans un contexte de guerre froide et à l'époque, une des peurs, je parle sous votre contrôle, des autorités nucléaires de chaque pays, finalement, et là pour l'Union soviétique, c'est en fait qu'une centrale se trouve coupée du réseau principal d'électricité, par exemple par un bombardement, par une coupure de ligne à haute tension, et que la centrale se trouvant isolée, elle fonctionne en fait en autarcie, en îlotage. Et c'est en fait l'expérience qui avait été menée à Tchernobyl, une expérience d'îlotage. Alors je vous demande d'être bien attentifs les uns les autres. Ça signifie simplement qu'en fait on coupe virtuellement la centrale du réseau, qu'on baisse le réacteur, qu'on le remonte en puissance, mais qu'au moment où on le remonte en puissance, il ne produit pas encore beaucoup d'électricité, mais comme on l'a coupé du réseau, on ne peut pas aller chercher de l'électricité ailleurs pour alimenter en puissance les énormes pompes, pour alimenter à gros débit les réacteurs pour les refroidir. Donc c'est la question de cette zone un peu grise entre un réacteur qui monte en puissance, qui ne produit pas encore de l'énergie, et de pompes qui ne peuvent pas encore envoyer suffisamment d'eau. Je schématise énormément, mais en gros c'est l'expérience d'îlotage. Voilà. On descend le réacteur, on le remonte. Voilà. Sauf que dans les notices et dans ce qui était enseigné aux techniciens soviétiques à l'époque, on savait que ces réacteurs RBMK avaient une plage de fonctionnement instable. Ils le savaient. Ils ne prenaient pas de risques. Il n'y avait pas eu de problème avant, il n'y a d'ailleurs pas eu de problème après. Mais lors de cette expérience-là, il y avait notamment l'ingénieur en chef adjoint qui s'appelait Anatoly Dliatov, qui a pris une initiative même exagéré, qui a pris trop de liberté. Il y a eu des conflits d'ailleurs dans la salle de commande parce qu'il est allé au-delà de l'autorisation, au-delà de la plage de fonctionnement du réacteur. Et cette erreur humaine qui a conduit d'ailleurs à débrancher 6 systèmes de sécurité, dont un seul, vous me l'aviez dit, aurait suffi pour échapper à la catastrophe. Mais on a débranché tous les systèmes de sécurité jusqu'à conduire à l'irréparable, jusqu'à conduire le réacteur à être dans une zone suffisamment instable pour qu'il devienne incontrôlable. J'ai été très schématique, mais pour simplement dire que c'est une catastrophe finalement humaine, volontaire ou involontaire, liée certes à une petite faille technologique, mais qui était connue sur ces réacteurs. Alors, ma question, pour aller droit au but, on est là donc face à une erreur humaine, une erreur presque de gouvernance, encore une fois, volontaire ou involontaire. Pour reprendre mon propos introductif, finalement, qu'adviendrait-il de nous si des terroristes, embauchés gentiment par EDF
pour travailler dans une centrale nucléaire en France, se trouvaient 4-5 dans une salle de commande en équipe de nuit et décidaient de faire comme à Tchernobyl, sauter les sécurités et faire ce qu'ils voulaient du réacteur. Qu'est-ce qu'il adviendrait de nous ? Alors, d'abord, je ne sais pas si on va faire beaucoup remonter le sondage pro ou anti-nucléaire avec ce genre de scénario et de considération. Oui, mais c'est votre réponse. On va voir, c'est la réponse qui compte. D'ailleurs, on va consulter le sondage après. Oui. Après votre réponse. Alors, effectivement, à Tchernobyl, il faisait un test qui était interdit par les règles de conduite du réacteur, un test qu'il ne fallait pas faire. Mais ce qui est aussi très important, sur un réacteur qui était mal conçu, instable, et qui, au cas où tous les feux rouges sont franchis, n'avait pas d'enceinte de confinement autour pour confiner les matières nucléaires en cas d'accident. C'est toute la différence entre le réacteur de Three Mile Island, où il y a eu des erreurs qui ont été commises. Les opérateurs n'ont pas compris correctement ce qui se passait, parce qu'au moment de l'accident, il y a eu plein de clignotants rouges qui se sont mis à s'allumer partout dans la salle de commande. Et donc, ils ont mal interprété ce qui se passait, et en croyant bien faire, ils ont aggravé la réaction. Donc, le réacteur a fondu, mais comme c'était un réacteur de conception occidentale où il y a davantage de règles de sécurité, il y a cette épaisse enceinte de confinement qui est autour, en béton armé, fortement armé, de plus d'1 mètre d'épaisseur, qui a permis de confiner la radioactivité à l'intérieur du bâtiment, ce qui fait qu'il y a eu 0 mort, 0 irradié grave à l'accident de Three Mile Island en 1979 aux États-Unis. Or, nos réacteurs qu'on a aujourd'hui en France sont similaires à ceux de Three Mile Island et non pas à ceux de Tchernobyl. Alors, vous parlez de Three Mile Island en 1979 aux États-Unis. Certes, il n'y a pas eu véritablement de dégâts sur l'environnement et pas du tout de conséquences humaines. Par contre, tout de même, conséquences technologiques et même financières gigantesques avec le réacteur qui a été définitivement inutilisable. Est-ce que finalement, Three Mile Island, certes avec une grosse enceinte de confinement très protectrice, vient pas quand même nous dire qu'en cas de catastrophe, le modèle économique s'effondre parce qu'on a un investissement gigantesque qui est bon pour la poubelle, non ? Non, le modèle économique ne s'effondre pas du tout. Le réacteur, il était flingué définitivement. Le réacteur, ils ont perdu le réacteur. Comme quand on a un grave accident de voiture, on a un grave accident de voiture, on perd la voiture. Et ce qui est bien, c'est de perdre la voiture, mais pas les conducteurs et les habitants, enfin les passagers de la voiture. Et donc pour le nucléaire, c'est pareil, tout est fait pour qu'en cas d'accident, même grave, même de perte du réacteur, même de fonte du réacteur, eh bien on va perdre le réacteur, mais on ne va pas avoir de relâchement massif de radioactivité dans l'environnement, ni de victimes civiles, et si possible, pas de victimes non plus dans le réacteur, dans les équipes qui conduisent le réacteur, dans le personnel de la compagnie. Donc, c'est ce qui s'est passé à Three Mile Island, pas de victimes, pas de relâchement important de radioactivité. C'est ce qui pourrait se passer chez nous en cas d'accident très grave, qui pourrait aller dans le scénario hypothétique jusqu'à la fonte du réacteur. Même prenons, allez, catastrophe ultime, votre scénario où toute l'équipe de conduite deviendrait folle ou serait manipulée ou membre d'une quelconque secte et déciderait volontairement de provoquer un accident sur le réacteur, eh bien, il reste cette enceinte de confinement épaisse autour du réacteur qui est toujours là. C'est-à-dire qu'un réacteur bien conçu, même dans le scénario le pire qu'on puisse imaginer, ou encore pire que tout ce qu'on pourrait imaginer, eh bien, la radioactivité va encore, malgré tout, pouvoir être contenue et donc ne pas ni endommager l'environnement, ni faire de victimes à l'extérieur du bâtiment réacteur lui-même. Et rappelons juste qu'en fonctionnement normal, il n'y a personne dans l'enceinte du bâtiment réacteur, donc a priori, pas de victimes du tout. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé à Three Mile Island, réacteur occidental de conception très proche de nos réacteurs à nous de 900 MW qui fonctionnent encore aujourd'hui. Donc, pas de victimes civiles, pas de relâchement important de radioactivité dans l'environnement. À Tchernobyl, rappelons-le, pas d'enceinte de confinement. Donc, lorsque la dalle du réacteur a été soufflée, s'est déplacée, le cœur du réacteur s'est trouvé en communication directe avec l'atmosphère. Environ la moitié du contenu radioactif du cœur s'est répandu dans l'atmosphère parce qu'il y a eu un incendie qui a pris avec des flammes d'une quinzaine de mètres de haut. Et donc, c'est l'accident de Tchernobyl le pire qui puisse se produire sur un réacteur mal conçu. Mais cet accident le pire ne peut pas se produire sur un réacteur qui est conçu correctement, ce qui est le cas des réacteurs américains ou des nôtres et de la plupart des réacteurs qui fonctionnent
aujourd'hui. Ou des nouveaux réacteurs en Russie et ailleurs. Des nouveaux réacteurs. De ce système-là. Voilà. Et les nouveaux réacteurs russes ne sont pas comme les réacteurs RBMK, ils sont similaires aux nôtres. Et même les réacteurs de Zaporizhzhia, par exemple, disposent d'une enceinte de confinement. Les réacteurs de Koursk ont des enceintes. Les réacteurs à Koursk, pardon, c'est des RBMK, donc ils sont du type Tchernobyl. Eux, ils n'ont pas d'enceinte de confinement. Enfin, même les sites finalement nucléaires russes, Koursk ou Sosnovyï Bor, au fur et à mesure, passent en système VVR et ferment ces anciens réacteurs RBMK eux-mêmes. Hein, c'est ça. Il y a une transition technique. La distinction, c'est entre les anciens réacteurs et les nouveaux réacteurs. Alors, finalement, vous en arrivez donc à l'étape ultime dans votre réponse, qui est l'enceinte de confinement, qui est un petit peu la solution ultime quand tout a craqué, finalement, qui est la dernière sécurité, en fait, qui existe et qui permet de contenir, effectivement, les conséquences écologiques, humaines, etc. Ça sous-entend donc que, finalement, dans mon scénario catastrophe, une équipe pourrait tout de même détruire un réacteur, mais sans aller au-delà, parce que simplement, à la fin, il y a le confinement. La technologie aujourd'hui d'un réacteur en France ne rendrait pas impossible cette prise de contrôle éventuellement malveillante. On peut toujours faire des scénarios de fiction où il y a des prises de contrôle. On a pu voir d'ailleurs à Zaporizhzhia, où il y a eu, sur un théâtre de guerre, prise de contrôle d'un réacteur nucléaire par une armée ennemie. C'est pas facile quand même, et en l'occurrence c'était l'armée russe, qui est quand même une armée relativement puissante, qui prenait le contrôle technique d'un réacteur qu'ils connaissaient. Enfin, c'est eux qui en assurent en même temps la maintenance. Alors bon, et puis c'est eux qui l'ont conçu et construit au départ. On a eu une affaire en Belgique également, je crois, dont vous m'aviez parlé. Qui a été effectivement très ambigu. Alors en Belgique, il y a eu un attentat, c'était il y a une dizaine d'années environ, où une turbine de centrale d'un des réacteurs belges a été mise hors service avec le fluidifiant qui permet à la turbine de tourner en bonne harmonie, qui a été mis... a été vidangé par on ne sait pas qui. Il semblerait qu'il s'agisse d'un attentat terroriste, puisque ce n'est pas du tout dans les règles de fonctionnement normal du réacteur. Donc, le fluide est parti, la turbine s'est mise à frotter, à chauffer d'une manière anormale, et a été gravement endommagée, brutalement. Ça n'a pas conduit ni à rejet de radioactivité, ni à un accident au sens nucléaire du terme, mais le réacteur a été mis hors service pendant environ 6 mois. On n'a jamais retrouvé les auteurs de cet attentat, qui étaient probablement effectivement des membres du personnel de la centrale. Mais comment on a pu ne pas les retrouver s'ils étaient à l'intérieur ? On ne sait pas qui c'est. Ça a été fait d'une manière... les gens n'ont pas laissé leur carte d'identité pour dire « c'est moi qui l'ai fait ». Mais ça ne pouvait être fait que par du personnel qui exploite la centrale. Le coup était bien monté. Et la turbine a été hors service. Il a fallu plus de 6 mois pour la réparer et redémarrer le réacteur à une époque où la Belgique risquait de manquer d'électricité. C'était donc relativement critique comme attentat et comme accident. On voit donc quand même un point de faiblesse qui visiblement avait été ciblé, semble-t-il, par du personnel malveillant. Qui a réussi son coup, qui était de mettre hors service, en tout cas pour un certain temps, cette centrale, avant qu'ils réussissent à réparer finalement cette turbine pour redémarrer le réacteur quelques mois plus tard. Donc oui, on voit qu'il peut se produire des choses qui n'étaient pas prévues. C'est pour ça que la sûreté nucléaire dans ces concepts est une sûreté redondante et multiniveau. Alors je vous explique en quelques termes. Redondante parce que quand on a un système de sécurité dans le nucléaire, il n'y en a pas qu'un, on en met plusieurs. Par exemple, il y a des pompes pour refroidir le réacteur en cas d'urgence. On ne met pas une pompe, on en met 3, 4 parfois, suivant les modèles de réacteurs. Et une seule de ces pompes suffit pour garantir le refroidissement du réacteur et éviter les conséquences graves de l'accident. De la même manière, les procédures sont souvent avec des redondances, surtout quand ça met en jeu la sûreté. Cette sécurité, elle est aussi multiniveau. C'est-à-dire que, par exemple, pour séparer les matières radioactives de l'environnement, il n'y a pas une barrière de séparation. En temps normal, il y en a au moins 3. Vous avez la gaine du combustible, ce sont comme des crayons avec une gaine métallique qui fait entre 1 et 2 mm d'épaisseur. Et cette gaine retient les matières radioactives dans cette gaine, dans le crayon de combustible. Et puis ensuite, vous avez la cuve du réacteur qui fait 20 cm d'épaisseur, qui est une deuxième barrière
qui va isoler de l'environnement. Et puis vous avez cette troisième barrière qui est l'enceinte de confinement, donc qui isole le combustible, là encore, de l'environnement. Mais ces barrières, les premières notamment, dans cas d'accident très peu probable, mais ça peut arriver quand même, ces barrières peuvent tomber. Donc, par exemple, si le réacteur va trop chauffer, la gaine de zirconium qui est autour de l'uranium peut fondre à partir d'une température très élevée, qui est de l'ordre de 1200 degrés. Mais la gaine va fondre. Du coup, on va retrouver de la radioactivité dans le cœur, dans le circuit primaire. Mais le circuit primaire va encore contenir cette radioactivité. Le réacteur va immédiatement être arrêté par de nombreux systèmes de sécurité, qui tous redondants, là encore, avec plusieurs capteurs, qui vont immédiatement et automatiquement, même sans intervention humaine, arrêter la réaction. En supposant que tout le monde soit mort, ça marche encore. Et puis après, en supposant qu'on perde le contrôle de tout ça, que le réacteur lui-même monte en pression et en température trop et qu'il y ait une brèche, ce qui est encore moins probable, mais enfin ça peut arriver quand même, eh bien on a encore cette épaisse enceinte de confinement qui va prendre le relais pour contenir les réacteurs. Donc plusieurs niveaux. Je vous passe les détails, parce qu'ensuite il y a aussi, si l'enceinte de confinement monte en pression, il y a encore d'autres systèmes qui interviennent. C'est comme par exemple pour éviter ce qui s'est produit à Fukushima, c'est-à-dire l'explosion d'hydrogène. Eh bien, vous avez à ce moment-là des recombineurs d'hydrogène qui n'existaient pas à Fukushima, mais qui existent dans la totalité de nos réacteurs en France, pour que l'hydrogène ne puisse pas exploser de manière dangereuse. Donc plusieurs niveaux de sécurité. Donc il y a plusieurs niveaux de sécurité, les uns après les autres. Un peu comme en aviation civile. On envisage même l'inenvisageable. Vous voyez, un peu comme en aviation civile, où on a deux moteurs, deux circuits électroniques, deux lignes de commande, en disant voilà, si un réacteur tombe en panne, le bon pilote saura se poser à bon port. Alors ceci dit, je repense à un incident en 2009 à la centrale de Cruas, c'est dans la Drôme, où les deux voies de refroidissement du réacteur 4, simultanément, avaient connu une défaillance. C'était en fait une recrudescence d'algues dans le Rhône qui avait bouché les arrivées des deux simultanément. Et quand la première est actionnée, défaut, la deuxième s'actionne, défaut. Tac, les deux en panne simultanément. Est-ce que malheureusement, tout n'est pas aussi loi de statistique? Et est-ce que même en dédoublant, en triplant les sécurités, du fait de la statistique, du fait du nombre d'installations sur le nombre des années, malgré tout cela, ça ne peut pas arriver. Un peu comme une catastrophe aérienne. Là, l'exemple de Cruas le montre, ça n'a pas été plus loin. Le réacteur a pu être contrôlé, la réaction a été ralentie, hop, tout est rentré dans l'ordre, mais ça a été quand même une vraie peur pour les techniciens de Cruas ce soir-là. Oui, bien sûr, il y a des tas de choses qui peuvent se produire. Une centrale nucléaire, c'est une machine complexe. Et donc, on ne peut pas tout prévoir, toutes les combinaisons. Ce qui s'est produit à Zaporijjia, il y avait aussi des choses qui n'étaient pas prévues. Ce qui s'est produit à la centrale du Blayais au moment de la tempête de décembre 1999, ce n'était pas non plus totalement prévu. Avec une inondation complète du site, plusieurs mètres d'eau. Donc, les digues avaient été dépassées, c'est ça la tempête. Il y avait eu concomitance d'une très forte marée, d'un horaire de marée haute et d'une très forte tempête qui a encore levé les lacs. C'était la fameuse tempête de 99. Voilà. Et donc le site entier s'est trouvé sous plusieurs mètres d'eau. Donc toutes sortes de choses imprévues peuvent se produire, mais quand les choses ont été bien conçues au départ avec des sécurités, comme on l'a dit, redondantes et multiniveaux, ça se passe quand même pas trop mal. Par exemple, au Blayais, il y avait une partie des pompes de sécurité qui étaient situées en sous-sol et qui ont été inondées, mais une autre partie de ces pompes de sécurité était située au-dessus, très au-dessus du niveau de la mer, justement pour qu'au cas où il y ait une inondation, les autres prennent le dessus. Et donc, il n'y a pas eu de conséquences graves. Les réacteurs ont pu redémarrer rapidement quelques temps après, malgré le caractère un peu hors dimensionnement de cette tempête. En tout cas, les faits actuellement vous donnent plutôt raison, et moi-même, je serais plutôt convaincu par vos propos. Quand on regarde les réacteurs nucléaires en France, il n'y a pas eu d'accident grave depuis qu'ils fonctionnent. Aux États-Unis, il y a eu un accident, mais sans conséquences. Au Japon, il y a eu un accident avec des conséquences environnementales quand même notables, mais c'était sur des vieux réacteurs qui avaient une toute petite enceinte de confinement de 10 cm d'épaisseur. On va y revenir. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.